L'Ukraine était censée perdre le contrôle du ciel. Dépassée en puissance de feu, en nombre et équipée de vieux avions soviétiques, son armée de l'air devait s'effondrer en quelques jours lorsque la Russie a envahi. Au contraire, l'Ukraine a réalisé un revirement spectaculaire, en construisant une nouvelle forme de puissance aérienne depuis le sol, sans égaler la Russie avion pour avion. Un réseau national de drones, des armes artisanales et des avions de chasse occidentaux adaptés à une vitesse incroyable. En 2025, cette puissance aérienne est en train de briser le dos de la Russie. Plongeons dans la façon dont l'Ukraine est passée d'un outsider cloué au sol à un géant aérien en pleine ascension, réécrivant au passage les règles de la guerre. Cela peut sembler surprenant, mais lorsque l'Union soviétique s'est effondrée en 1991, l'Ukraine a hérité de la 3e ou 4e plus grande force aérienne du monde. Selon les sources, elle était divisée entre deux branches de l'ancienne armée soviétique, la force aérienne et les forces de défense aérienne. À leur indépendance, ils possédaient 2000 appareils, dont des chasseurs, des bombardiers stratégiques et des systèmes de soutien avancés. Tous incarnaient l'apogée de la technologie soviétique de la fin des années 80. En termes de chiffres, seuls les États-Unis, la Russie et la Chine étaient en avance en puissance aérienne, bien que le classement chinois soit discutable. Comme de nombreuses armées post-soviétiques, l'armée de l'air ukrainienne a souffert de décennies de négligence, de réduction budgétaire et de la difficulté d'entretenir un équipement complexe de l'air soviétique sans l'aide russe. Quand les années 2010 sont arrivées, l'Ukraine avait cédé 60% de sa flotte aérienne. Ces mesures visaient à rembourser la dette croissante du pays, ou à respecter des accords de non-agression avec la Russie, le mémorandum de Budapest, qui incluait le retour d'importantes réserves d'ogives nucléaires laissées en Ukraine, après l'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Ces accords seraient violés en 2014. En 2022, l'Ukraine possédait environ 200 avions de combat en service actif, avec peu de modernisation, depuis leur configuration des années 1990. Le commandement de l'armée de l'air ukrainienne a admis que la majorité de ces avions de chasse seront obsolètes d'ici 2030. Un aveu inquiétant, annonçant la situation désespérée à laquelle l'Ukraine serait confrontée lors de l'invasion russe à grande échelle. Les fondements de la transformation actuelle de la puissance aérienne ukrainienne ont été établis bien plus tôt que ce que la plupart imaginent. Quand la Russie a annexé la Crimée en 2014 et lancé sa guerre hybride dans l'est de l'Ukraine, les dirigeants militaires ukrainiens ont réalisé qu'ils étaient confrontés à une menace existentielle, nécessitant des changements profonds. Les tentatives de l'Ukraine de réprimer les mouvements séparatistes pro-russes ont conduit à la perte de près de la moitié de sa force aérienne en un an, réduisant sa flotte à un peu plus de 200 avions. C'était l'une des plus grandes pertes d'équipement de l'armée de l'air en temps de guerre du XXIe siècle à l'époque. De plus, le reste de la flotte était endommagé ou délabré à des degrés divers. Cela a conduit à de nombreuses révisions et tentatives de reconstitution d'avions et d'hélicoptères fonctionnels à partir de pièces récupérées. Suite à l'invasion russe de 2014, l'armée de l'air ukrainienne a lancé une initiative pour remettre en service un maximum de chasseurs. De nombreux réservistes de la force aérienne ont été rappelés pour optimiser sa capacité opérationnelle. Cette crise a marqué le début du virage de l'Ukraine vers les méthodes d'entraînement de l'OTAN et la pensée militaire occidentale, qui contribuerait plus tard à son succès dans la guerre. En 2020, les meilleurs atouts de la force aérienne ukrainienne étaient 2 brigades de chasseurs sous-effectifs composées d'environ 50 Su-27 flankers équivalents au F-15C américain. On estime qu'environ 30 étaient opérationnels au début de 2025. La situation était d'autant plus difficile que l'Ukraine ne disposait d'aucune capacité clé de défense aérienne, comme des avions de détection, de commandement aéroporté ou des ravitailleurs en vol, des terminaux de liaison de données numériques pour connecter ses munitions intelligentes modernes, missiles de croisière aéroportés ou nacelles de reconnaissance et de ciblage. L'Ukraine manquait non seulement de vieux avions, mais aussi de catégories entières de capacités essentielles pour les forces aériennes modernes. Le manque de modernisation est un sujet complexe lié à la géopolitique et l'économie d'avant-guerre. Mais il est préférable de le résumer comme provenant de quelques sources clés. La flotte ukrainienne était composée de technologies soviétiques non fabriquées localement, et la Russie a refusé de vendre plus de chasseurs à l'Ukraine, qu'elle prévoyait d'envahir. Deuxièmement, l'Ukraine avait un très mauvais bilan diplomatique et économique tout au long des années 2000. Les gouvernements successifs alternaient entre des positions pro- et anti-européennes, avec des taux de corruption parmi les plus élevés au monde. Le sous-financement est la 3e raison. Avant la guerre, le budget militaire de l'Ukraine était nettement inférieur à ce qu'on aurait pu attendre vu sa taille et son passé. Le budget estimé du ministère de la Défense avoisine les 172 milliards de dollars. À ce moment-là,
L'Ukraine ne pouvait même pas acheter d'avions de chasse modernes, car l'achat de seulement quelques-uns aurait déjà mis à mal le budget du pays, malgré la vente initiale de ces avions de l'ère soviétique. Quatrièmement, le conflit Russie-Ukraine a fait hésiter les pays de l'OTAN, seul producteur d'avions de chasse occidentaux à en vendre à l'Ukraine. Après 2014, l'Europe a évité de provoquer la Russie, en partie à cause de sa forte dépendance au gaz russe. Ironiquement, un rapport du Conseil de l'Atlantique de 2021 suggérait que la faiblesse persistante de la force aérienne ukrainienne, faute de modernisation, était l'une des principales raisons pour lesquelles l'Ukraine restait une cible d'agression continue de la Russie. L'Ukraine était dans un cercle vicieux. Des modernisations auraient pu dissuader la Russie d'attaquer, mais l'Ukraine n'avait pas les moyens de les acheter. Signer des accords militaires avec l'OTAN, qui prendraient des années à finaliser, aurait pu inciter la Russie à attaquer. Mais en février 2022, la Russie a attaqué malgré tout, rendant ses efforts vains. C'est alors que l'histoire a pris une tournure inattendue. La force aérienne ukrainienne est désavantagée, avec environ 9 fois moins d'appareils opérationnels que son adversaire. La Russie avait aussi passé 20 ans à améliorer les conceptions soviétiques, créant des appareils d'une génération d'avance en électronique, navigation et performance. En théorie, le plan de guerre russe visait à obtenir la supériorité aérienne rapidement grâce à cela. L'Ukraine a contourné la voie traditionnelle vers la puissance aérienne. Au lieu de tenter d'égaler la Russie en nombre d'avions, l'Ukraine s'est focalisée sur le contrôle de son espace aérien grâce aux drones, une technologie émergente. La transformation a débuté avec autant de désespoir que de créativité. Au début de la guerre en Ukraine, le pays utilisait des drones donnés et dépendait considérablement des technologies importées et du financement par les dons de l'OTAN. Des années plus tard dans la guerre, le pays est sur le point de produire 45 millions de drones cette année. Méditez un instant sur ce chiffre. 4 millions de drones en une seule année signifie que l'Ukraine fabriquera plus de 10 000 drones chaque jour. L'Ukraine a mis en place un réseau de plus de 500 fournisseurs des grandes entreprises aux ateliers de garage, malgré les bombardements quotidiens et les menaces croissantes de la Russie. Ce ne sont pas des sous-traitants de défense traditionnels dans des installations coûteuses, mais des entrepreneurs, ingénieurs et bénévoles installant des chaînes de production dans des sous-sols, bâtiments abandonnés et usines de fortune. Les drones FPV ont été un atout majeur pour la force aérienne peu performante, agissant comme des unités de contrôle aérien à courte portée et offrant une supériorité aérienne limitée près du sol. Ils ont été importés en Ukraine dès juin 2022 par l'unité militaire bénévole Signum. Depuis, les drones sont devenus des symboles de l'ingéniosité ukrainienne. Mois après mois, les drones kamikazes FPV gagnèrent en efficacité, ou acquérirent de nouvelles fonctions, complétant ou remplaçant les forces aériennes traditionnelles et l'infanterie mécanisée. La Russie a déployé des drones similaires, déclenchant une compétition intense pour apporter la prochaine avancée majeure dans les drones FPVI, pour surmonter les contre-mesures, améliorer la fiabilité, ou augmenter la puissance de frappe. La pression constante a stimulé l'industrie des drones du pays, menant à l'apparition de petits fournisseurs, tentant de se dépasser mutuellement ou d'unir leurs forces pour offrir un meilleur produit aux forces montantes de l'Ukraine, entraînant une hausse considérable de la production. Début 2024. L'Ukraine produisait environ 20 000 drones FPV par mois. À la fin de cette même année, ils étaient repassés à 20 000 par mois. C'est une augmentation de la capacité de production par 10 en moins de 12 mois, une croissance sans précédent à l'époque moderne. L'impact tactique de cette révolution des drones a été tout simplement dévastateur pour les forces russes. Les drones FPV ukrainiens coûtent généralement environ 2000 $, mais ils sont tout à fait capables de détruire des chars russes, valant des millions de dollars. Mais les implications stratégiques de l'approche axée sur les drones de l'Ukraine vont bien au-delà des victoires individuelles contre de petites cibles comme des chars ou de l'infanterie. Les drones à longue portée comme le Bayraktar TB, de Turcs, salué comme le sauveur de l'Ukraine au début de la guerre, permettraient à l'Ukraine de réduire sa dépendance à une force aérienne traditionnelle, les drones à courte portée n'étant qu'une solution temporaire. Pour le confirmer, il suffit d'observer une statistique notable. Début 2025, les drones étaient responsables de 60 à 70% des dégâts et destructions infligés à l'équipement russe. La puissance aérienne improvisée de l'Ukraine s'est avérée plus efficace pour affaiblir les capacités militaires russes que les forces conventionnelles. Cela est principalement dû au fait que l'Ukraine a pu étendre systématiquement la portée géographique de ses opérations, créant une série de réussites notables. La guerre s'est ainsi progressivement étendue au cœur du territoire russe. Les premiers drones ukrainiens, à longue portée, comme le UJ-22, pouvaient initialement atteindre des cibles jusqu'à 800 km/h.
Une portée permettant d'attaquer des sites militaires proches de la frontière russe, mais laissant la plupart des infrastructures stratégiques russes hors de portée des Ukrainiens. En 2024, les ingénieurs ukrainiens avaient repoussé la limite des frappes à plus de 1000 km, permettant d'atteindre des cibles au cœur des territoires russes auparavant sécurisés. Cela a permis à l'Ukraine de lancer des attaques persistantes contre des dépôts de munitions et des lignes d'approvisionnement vitales allant du nord et de l'est vers les lignes de front. De plus, Moscou se trouvait désormais à portée de frappe, à longue distance, et les attaques fin août et en septembre près de la capitale ont suscité un vif intérêt parmi les responsables de l'OTAN. Le fait que l'Ukraine puisse menacer directement la capitale russe a donné à l'OTAN l'incitation d'autoriser l'utilisation de coûteux et dévastateurs missiles à longue portée en dehors du territoire ukrainien. L'envoi de missiles Taurus allemands en Ukraine signifie qu'ils peuvent maintenant cibler des infrastructures vitales et renforcées, telles que des ponts et des abris. Le Taurus est l'une des rares armes pouvant percer des cibles renforcées. En effet, chaque avancée dans les capacités de drones de l'Ukraine donnait à l'OTAN la confiance qu'elle investissait dans l'Ukraine comme moyen de vaincre directement la Russie, plutôt que de simplement gagner du temps. Mais la véritable avancée est survenue lorsque le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a révélé en 2025 que les drones produits localement pouvaient désormais être opérés à une distance de 2000 km, soit 1242 miles, couvrant ainsi pratiquement tout le territoire russe où se trouvent des objets stratégiques, puisque au-delà de cette distance, il n'y a que la nature sauvage et les forêts de Sibérie. La désormais célèbre opération Toile d'araignée a nécessité au service de renseignement ukrainien une planification de 18 mois pour frapper les bases de bombardiers stratégiques russes, certaines étant situées jusqu'à 3000 miles et abritant 40 bombardiers stratégiques russes. C'était une tâche colossale. Les drones à bombardiers à courte portée étaient passés en contrebande par camion, lancés via internet, puis guidés par intelligence artificielle et guidage inertiel sur les derniers kilomètres, jusqu'à la cible, permettant à l'opération de se dérouler sous le radar russe. Toile d'araignée a été qualifiée de tournant de la guerre, car la Russie a rapidement perdu une partie de ses systèmes de livraison d'armes nucléaires. Pour un pays qui ne possédait pas de missiles balistiques intercontinentaux, auparavant considéré comme le seul moyen de cibler des bases militaires lointaines, sans être détecté, ni subir de représailles. La campagne de drones longue portée de l'Ukraine a également révélé un autre aspect de la guerre économique, qui est lié au succès des petites unités mobiles déployant une flotte d'aéronefs. La campagne de frappe de drones, menée par l'Ukraine, début 2025 s'est concentrée sur les infrastructures énergétiques russes et a mis hors service environ un dixième de la capacité de raffinage de pétrole de la Russie. Cela signifiait que l'Ukraine avait systématiquement réussi à cibler les bases économiques de la machine de guerre russe. La diversité des cibles suggère une campagne ukrainienne bien planifiée visant à démanteler méthodiquement les infrastructures énergétiques russes, les drones ukrainiens, frappant au moins 8 raffineries russes, ainsi que de nombreux dépôts de pétrole, stations de pompage et ports utilisés pour l'exportation de pétrole et de gaz. Les chiffres de production pour tous les drones sont encore plus remarquables lorsqu'on les replace dans leur contexte. En 2023, l'Ukraine a produit environ 80 000 drones, toutes catégories confondues. En 2024, ce chiffre est passé à 2 millions de drones. Mais les prévisions de l'Ukraine pour 2025 tabléant sur plus de 5 millions de drones produits et acquis au cours de cette année, ce qui suggère une croissance annuelle de plus du double pour une industrie qui a été pratiquement créée à partir de rien. Pour mettre cela en perspective, l'OTAN n'acquiert généralement que des centaines de missiles par an, voire des milliers lors d'années exceptionnelles. La différence d'échelle marque un changement de paradigme, passant de la fabrication précise de systèmes coûteux à la production en masse d'armes jetables mais très efficaces. L'intégration de l'intelligence artificielle dans les systèmes à longue portée représente une avancée majeure dans les capacités de guerre. Pendant les opérations de bombardiers stratégiques, les drones qui perdent la connexion avec les opérateurs ukrainiens passent automatiquement en navigation guidée par l'intelligence artificielle sur des routes préprogrammées. Une fois sur leur cible, les intelligences artificielles identifient les types d'aéronefs, calculent les angles d'attaque optimaux et déclenchent les explosifs sans intervention humaine. Ce niveau de complexité permet aux drones ukrainiens d'effectuer des missions stratégiques avec une supervision réduite, diminuant significativement les coûts et les risques de chaque frappe. Les mesures d'impact stratégique prouvent de manière convaincante le succès de l'Ukraine dans la redéfinition de la guerre à longue portée. La Russie a lancé plus de 19 000 missiles et plus de 14 700 drones kamikazes contre des cibles ukrainiennes de septembre 2022 à décembre 2024, ce qui représente une dépense massive de ressources pour un effet stratégique limité. Cependant, les drones d'attaque à longue portée de l'Ukraine, bien que moins nombreux, ont eu un impact considérable en visant des infrastructures cruciales, des systèmes d'armes stratégiques et des points névralgiques économiques.
La destruction d'un tiers de la flotte de bombardiers stratégiques russes en une seule attaque était la cerise sur le gâteau. Cela a confirmé que l'Ukraine avait développé des armes difficiles à contrer pour la Russie. L'Ukraine avait essentiellement résolu son désavantage numérique en créant une toute nouvelle catégorie de guerre aérienne. Une catégorie privilégiant la quantité, l'adaptabilité et le rapport coût-efficacité plutôt que la vitesse et la capacité d'emport traditionnelle. Cependant, l'Ukraine n'excluait pas d'accepter des systèmes aériens conventionnels. Après tout, les drones n'ont pas la même présence qu'une flotte de chasseurs qui descend et bombarde une base militaire ou décime de l'infanterie mécanisée. Pendant que l'Ukraine révolutionnait la guerre avec les drones, elle a aussi obtenu assez de temps, de couverture médiatique et de bonne volonté diplomatique pour convaincre l'OTAN de fournir des dons plus conséquents. En 2024, l'OTAN a tenu bon, avec la première livraison de F-16 des Pays-Bas, de la Norvège et du Danemark. Les pilotes ukrainiens s'étaient entraînés pendant des mois, en Ukraine et à l'étranger, pour maîtriser les nouveaux systèmes. Les F-16 Fighting Falcon, bien que technologiquement dépassés selon les normes actuelles, sont rapidement devenus la pierre angulaire des forces aériennes renouvelées de l'Ukraine après leur premier vol depuis des aérodromes ukrainiens, en août 2024. Les appareils fournis à l'Ukraine par l'OTAN datent des années 80 et 90, et ont subi une mise à niveau, à mi-vie, avant d'être considérés pour une mise hors service complète par leur pays. Malgré leur ancienneté, ces appareils ont apporté des capacités inégalées par la flotte ukrainienne de l'ère soviétique. Les nacelles de contre-mesures électroniques ANALQ 131 du F-16 ont été cruciales. Ces systèmes brouillaient les radars russes en créant des ombres, des échos ou de fausses images, compliquant la localisation des appareils. L'efficacité de ces F-16 a dépassé même les prévisions les plus optimistes. Le 13 décembre 2024, un jeune pilote ukrainien de F-16 a réalisé un exploit sans précédent. Un pilote a abattu 6 missiles de croisière russes en une sortie. 4 avec des missiles RR et 2 autres de façon remarquable avec le canon à 6 tubes M61A1 de l'appareil. Cet exploit était particulièrement significatif car la Russie avait lancé une attaque aérienne massive, déployant près de 200 drones, ainsi que 93 missiles de croisière et des armes hypersoniques Kinzhal. La contribution de la France avec des chasseurs Mirage 2000 a ajouté une nouvelle dimension au réseau de défense aérienne de l'Ukraine. Les Mirages 2000 ont été déployés aux côtés des F-16 en mars 2025 pour contrer une frappe massive russe impliquant 70 missiles et environ 200 drones longue portée. Volodymyr Zelensky a salué les pilotes de Mirage pour leur interception réussie de plusieurs missiles de croisière lors de cet engagement. La valeur stratégique d'avoir à la fois des F-16 et des Mirage 2000 opérant simultanément est devenue évidente lorsque les analystes militaires s'en sont rendus compte. En déployant 2 types d'avions, l'Ukraine pourrait tirer parti de divers systèmes de guerre électronique, opérant sur différentes fréquences, grâce à des équipements électroniques divergents. La Russie devra développer des contre-stratégies plus rapidement, réduisant leur efficacité et permettant à l'OTAN de répondre promptement en actualisant les systèmes. L'intégration du SAB 340 AVOC 890 suédois de détection aérienne avancée a complété le système de défense aérienne de l'Ukraine. Doté d'un radar à réseau électronique avancé, monté au-dessus du fuselage de l'avion commercial, le SAB pouvait suivre plusieurs cibles aériennes et maritimes à des distances allant jusqu'à 400 km. Cette capacité a permis de combler une vulnérabilité critique de l'Ukraine, l'alerte précoce contre les attaques de bombes planantes russes, de plus en plus fréquentes et dévastatrices. Ce qui rend l'intégration de ces avions occidentaux par l'Ukraine si remarquable, c'est la manière dont l'Ukraine a réussi à tirer une efficacité maximale de ce qui sont essentiellement des plateformes vieillissantes. Les F-16 offriraient des capacités supérieures à la flotte ukrainienne de l'ère soviétique, mais devraient être remplacées d'ici 4 à 6 ans, selon les heures de vol. Les ventes militaires étrangères de F-16 à la Bulgarie et à la Slovaquie évaluent le coût de ces chasseurs vieillissants, dont l'Ukraine en possédait environ 90 à près de 200 millions de dollars, l'unité. Malgré l'investissement conséquent et inédit, les pilotes ukrainiens ont largement dépassé les attentes des forces de l'OTAN en termes de taux de réussite. Cette évolution a contraint les stratèges de l'OTAN à affronter une réalité dérangeante sur la guerre moderne. Les mesures classiques de la puissance militaire se basaient sur le nombre de chars, la complexité de l'armement et l'ampleur des budgets de défense. La Russie était constamment classée comme la 2e puissance militaire mondiale, juste après les États-Unis. Malgré cela, quand la situation a vraiment dégénéré, et que la Russie a déclenché une guerre, elle n'a pas réussi à capturer rapidement un pays qui, selon tous les témoignages, n'était plus que l'ombre de l'ex-Union des républiques socialistes soviétiques.
Le succès de l'Ukraine indique que les futures guerres seront gagnées par des forces s'adaptant vite, innovant et produisant davantage de petits systèmes, plutôt que de dépendre de plateformes coûteuses et complexes longues à développer et déployer. Les implications de ce changement sont profondes et concernent certains des systèmes militaires les plus vantés au monde. Les systèmes sophistiqués de l'OTAN, tels que les missiles Patriot et les Rocket High Mobility Artillery Rocket System, malgré leurs performances individuelles, peinent à égaler le rapport coût-efficacité de la stratégie ukrainienne fondée sur les drones. Le système Patriot est conçu pour lancer un missile intercepteur coûteux, contre une arme balistique à plusieurs milliards de dollars, pas pour abattre les nombreux drones et bombes planantes bon marché dans le ciel. Les dons de missiles High Mobility Artillery Rocket System à l'Ukraine sont limités par la capacité de production de l'OTAN, qui doit aussi répondre à ses propres besoins, car l'Ukraine n'en fabrique pas elle-même. Même dans ce cas, les systèmes de déploiement de drones sont pratiquement donnés par rapport aux tirs de High Mobility Artillery Rocket System, et peuvent être déplacés et retirés à tout moment, et n'importe où selon les besoins. Il y a probablement moins de 50 High Mobility Artillery Rocket System en Ukraine. C'est une goutte d'eau dans l'océan comparé au nombre de drones déployés quotidiennement par les deux camps du conflit. La réaction des autres grandes puissances aux innovations de l'Ukraine est peut-être le plus révélateur. Les États-Unis ont lancé le programme Réplicateur, qui était censé contrer les capacités de drones et de forces aériennes de la Chine. Pourtant, la vraie raison de son existence réside dans son nom. Reproduire le succès de l'Ukraine dans la fabrication décentralisée de systèmes de drones à faible coût et à haut rendement. L'OTAN a créé un centre conjoint d'analyse, de formation et d'éducation OTAN-Ukraine en Pologne, invitant les développeurs ukrainiens à améliorer les concepts militaires européens vieillissants. Pendant ce temps, l'armée populaire de libération, l'armée chinoise, a restructuré sa force de soutien stratégique en 3 branches. Cela permettrait de développer les mêmes opérations de guerre électronique par drone perfectionnés par l'Ukraine. Les pays qui avaient été passés des décennies à perfectionner des systèmes d'armes coûteux et sophistiqués essaient maintenant de tirer des leçons de l'Ukraine, qui a ouvert la guerre, face à des prévisions selon lesquelles elle tomberait en 3 jours. Cette tendance ne montre aucun signe de ralentissement, chaque reportage présentant une nouvelle méthode innovante. L'Ukraine a utilisé ses ressources aériennes restreintes. Au bout du compte, l'Ukraine continue de plaider pour davantage de dons d'avions de chasse et d'aéronefs à l'Ukraine. Zelensky a affirmé en 2024 que plus de 120 F-16 serait un bon début pour combler les lacunes de l'Ukraine en défense aérienne. Le nombre total de F-16 et de Mirage 2000 qu'ils avaient acquis à la mi-2025 dépassait à peine 100. Cela était avant que la Russie ne commence à utiliser massivement des bombes planantes, qui requièrent avions de chasse et défenses anti-aériennes traditionnelles, pour une protection totale. Les pays européens semblent plus unis que jamais pour s'engager à fournir cette aide. Ce qui donne l'espoir que l'Ukraine obligera la Russie à envisager des pourparlers de paix, ou à risquer de perdre encore plus d'hommes et de matériel. Merci de regarder. Et abonnez-vous à The Military Show pour plus d'analyses approfondies de la géopolitique mondiale.